Le vol Malaysia MH370, anciennement une route de vol de nuit régulière reliant Kuala Lumpur à Pékin, a échappé à la détection pendant plus d'une décennie, devenant un mystère captivant qui a suscité la curiosité mondiale. La disparition de cet avion a été un acte de l'homme. Un avion transportant à la fois des passagers et un équipage peut-il vraiment disparaître sans laisser de traces discernables? A-t-il été englouti par les profondeurs impitoyables des océans, dissimulé par la main de la nature, ou est-il devenu pris dans un enchevêtrement de conspirations et d'intrigues? Personne ne sait où il est, mais beaucoup de choses sont connues sur ce qui s'est passé. Les enquêtes entourant ce mystère aéronautique perplexe sont aussi vastes que l'étendue infinie du ciel lui-même. Où est-il? Nous ne savons pas où il est. Nous cherchons. Actuellement, une série de nouvelles révélations émergent, laissant entrevoir la localisation potentielle de l'avion disparu. Rejoignez-nous pour explorer ces nouvelles découvertes et conjectures concernant le vol Malaysia MH370. Le vol MH370 était un vol international régulièrement programmé, effectué par Malaysia Airlines. Il était destiné à Pékin, la capitale de la Chine, avec plus de 200 passagers, dont des personnes revenant dans leur pays d'origine ou se lançant dans des voyages excitants vers des terres étrangères. Le manifeste des passagers comprenait 227 individus provenant de 14 pays différents, ainsi que 12 membres d'équipage d'origine malaisienne. Cette assemblée diversifiée a commencé son voyage le 8 mars 2014. Le vol MH370 a débuté son voyage depuis l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie à minuit, entamant ce qui était initialement prévu comme un vol de routine couvrant une distance d'environ 5 570 km en environ 5 heures et 34 minutes en direction de Pékin. Cet événement inattendu a rapidement attiré l'attention du public mondial. Le vol était piloté de manière experte par le capitaine Zahari Ahmed Shah et le premier officier Farik Abdul Hamid à bord du Boeing 777-200ER, un appareil de pointe réputé pour ses mesures de sécurité et sa technologie avancée, conçu pour les voyages longue distance. Alors que le vol s'élevait dans le ciel nocturne, tout semblait se dérouler selon les protocoles standards. Malheureusement, il a soudainement disparu des écrans radars alors qu'il traversait son itinéraire prévu entre Kuala Lumpur et Pékin le 8 mars 2014, laissant derrière lui une énigme déconcertante. Depuis, de récentes révélations scientifiques et théories ont apporté un nouvel éclairage sur l'incident impliquant le vol MH370, promettant de remodeler de manière significative notre compréhension de cet événement tragique et de fournir des éclairages profonds sur les événements qui se sont déroulés. Numéro 15. De nouvelles pistes émergent des signaux radio. Dans une découverte révolutionnaire qui a capté l'attention des experts en aviation du monde entier, une piste potentielle concernant la disparition énigmatique du vol MH370 pourrait avoir émergé. De nouvelles recherches menées par Richard Godfrey, le docteur Hans Coetzee et le professeur Simon Maskel ont apporté un optimisme renouvelé dans la résolution de cette énigme persistante. Le rapport détaillé de 299 pages, dévoilé mercredi avec grande anticipation, suggère un emplacement possible pour les débris manquants, situé à environ 1560 km à l'ouest de Perth, en Australie. Cette révélation est le résultat de l'application innovante de la technologie de radio amateur, connue sous le nom de Weak Signal Propagation Reporter. Au cours des 3 dernières années, cette technologie a été perfectionnée pour devenir un outil d'investigation puissant. Les chercheurs expriment leur confiance dans leurs résultats, les considérant comme des preuves nouvelles et crédibles. Leurs conclusions sont en accord avec les analyses menées par Boeing et les évaluations de dérives effectuées par l'Université d'Australie occidentale sur des débris retrouvés dans l'océan Indien. Voici l'essence de son fonctionnement. Lorsqu'un avion, tel que le MH370, traverse un signal radio amateur ou un lien WSPR, il perturbe ces signaux. Ces perturbations sont minutieusement enregistrées dans une base de données mondiale. En scrutant 125 de ces perturbations de signal, l'équipe de recherche a retracé la trajectoire de l'avion pendant plus de 6 heures après sa dernière communication radio, qui s'est produite vers 18 heures.
Ces données convaincantes ont été combinées avec des informations des satellites Boeing et Inmarsat, ainsi que des analyses de dérive. Le résultat a été la détermination précise du site du crash. Selon les chercheurs, leurs efforts collectifs ont permis de reconstruire un tableau complet des dernières heures du vol MH370. L'avion malheureux a été redirigé vers les eaux vastes de l'océan Indien, finissant par succomber à l'épuisement du carburant après que son dernier signal ait traversé. Minuit. Jeffrey Thomas, rédacteur en chef de Airline Ratings, a expliqué les subtilités de la recherche, impliquant l'utilisation de la technologie et des mathématiques avancées. Essentiellement, les signaux radioamateurs circulant autour du monde depuis 2009 ont joué un rôle clé dans cette découverte. En revenant sur le passé et en appliquant leur savoir scientifique, les chercheurs ont reconstruit la trajectoire du vol MH370, les conduisant à un endroit situé à 1500 km à l'ouest de Perth. En ce qui concerne l'avenir, si le MH370 est retrouvé, l'avion restera probablement intact dans son lieu de repos sous-marin, en raison des conditions difficiles du fond marin. Cette révélation représente un pas important vers la résolution de l'un des mystères les plus déroutants de l'aviation, offrant de l'espoir aux familles et aux experts qui cherchent des réponses depuis près d'une décennie. Numéro 14. La connexion déroutante de Caesar avec le ciel. Dans l'affaire énigmatique du vol MH370, après sa disparition des radars, l'avion a étonnamment maintenu une communication sporadique avec un satellite stationnaire situé dans l'océan Indien pendant une durée continue de 6 heures. Ce satellite appartenait à Inmarsat, une société dont le siège est à Londres. Cet échange intrigant suggère que l'avion n'a pas subi un événement catastrophique brutal. Au contraire, il semble avoir continué à voler à grande vitesse et à une altitude élevée pendant ces 6 heures. Cela a été rendu possible grâce à la désactivation ou la déconnexion intentionnelle de certains systèmes de communication à bord, y compris les équipements passagers, la technologie du cockpit et les rapports de maintenance automatisés. L'interaction avec le satellite Inmarsat ressemblait à des signaux faibles et intermittents. En tout, il y a eu 7 instances de connexion. 2 ont été initiées automatiquement par l'avion et 5 ont été déclenchées par la station au sol d'Inmarsat. De plus, 2 appels téléphoniques par satellite ont été passés, mais malheureusement, aucune réponse n'a été reçue à l'autre bout. Néanmoins, ces appels ont fourni des détails supplémentaires concernant la situation. La plupart de ces communications étaient associées aux 2 valeurs qu'une entité ou un système appelé EMA avait récemment commencé à enregistrer. Numéro 13. Le modèle de vol perplexe. Les données radars récupérées dans les bases de données de contrôle du trafic aérien, en association avec des informations classifiées de la force aérienne malaisienne, ont révélé une séquence d'événements après la disparition du vol MH370. Après sa disparition soudaine des radars, l'avion a exécuté une manœuvre imprévue en direction sud-ouest avant de réorienter son cap au-dessus de la péninsule malaise et de faire un cercle autour de l'île de Penang. Il a ensuite pris une trajectoire nord-ouest, traversant le détroit de Malacca, pour finalement cesser d'apparaître sur les écrans radars au-dessus de la mer d'Andaman. Cette phase du vol a duré plus d'1 heure, suggérant une déviation par rapport au détournement conventionnel ou aux incidents précédemment documentés impliquant des actions liées au pilote. L'enquête sur l'incident du MH 370 a d'abord conduit les autorités sur des voies inattendues et inconnues. L'énigme entourant le MH 370 a entraîné une enquête prolongée, captivant l'intérêt mondial et affectant profondément les familles à travers le monde. L'idée qu'un avion hautement avancé, équipé d'instruments modernes et de systèmes de communication redondants, puisse disparaître sans laisser de traces semble implausible. Supprimer définitivement un email s'avère être une tâche difficile, et se couper complètement du monde moderne est pratiquement impossible, même lorsqu'on tente délibérément de le faire. Le Boeing 777 est conçu pour maintenir une connectivité électronique ininterrompue, ce qui fait de la disparition de l'avion un sujet de diverses conjectures. Bien que certaines de ces hypothèses puissent sembler farfelues, elles suscitent l'attention en raison de la rareté des disparitions d'avions commerciaux à l'époque actuelle. Malgré les démentis rapides des autorités malaisiennes et les tentatives de la force aérienne malaisienne pour semer la confusion, la vérité concernant la trajectoire étrange de l'avion
a rapidement commencé à émerger. Numéro 12. Les données Doppler qui ont tout changé. Dans un développement remarquable, des techniciens à Londres ont utilisé les relevés de décalage Doppler pour découvrir une révélation extraordinaire: l'emplacement exact d'un avion. Cet événement révolutionnaire s'est produit à Marseille, précisément à 2h40 du matin. L'avion, initialement supposé suivre une trajectoire linéaire, a défié les attentes en effectuant un virage important vers le sud. Ce moment décisif a eu lieu au-dessus de Sumatra, l'île la plus au nord de l'Indonésie. Malgré certaines incertitudes analytiques, les experts postulent que l'avion a poursuivi son voyage vers l'Antarctique, bien au-delà de la portée prévue. 6 heures plus tard, les données Doppler ont révélé une descente soudaine et raide, remarquablement 5 fois plus rapide que le taux de descente habituel. En quelques minutes après avoir franchi le 7e arc, l'avion est tragiquement tombé dans l'océan. Cette descente précipitée a probablement entraîné la perte de certains composants de l'avion avant l'impact. Les preuves électroniques suggèrent fortement qu'il s'agissait d'une catastrophe imprévue et non d'un atterrissage d'urgence sur l'eau. L'avion semble s'être désintégré presque instantanément, mais le lieu précis de l'impact et la cause restent insaisissables. Les interprétations par satellite, manquant de corroboration physique substantielle, ont laissé l'énigme irrésolue. L'analyse des données techniques implique que l'avion a probablement dévié vers le sud. Cette hypothèse trouve un solide soutien dans le deuxième paramètre enregistré par Inmarsat, désigné sous le nom de valeur Doppler. Ce paramètre revêt une importance capitale car il mesure l'altération de la fréquence de l'avion par rapport à la position du satellite pendant le mouvement rapide. Il s'agit d'une méthode courante de communication par satellite des avions pendant les vols. Pour assurer une communication fluide, les systèmes des avions anticipent et compensent ces décalages de fréquence. Cependant, la précision peut être compromise, en particulier lorsque les satellites plus anciens ne transmettent pas toujours les signaux comme prévu par l'avion. D'autres facteurs, tels que l'inclinaison orbitale du satellite et la température, peuvent également influencer les signaux transmis, introduisant potentiellement des fluctuations notables dans les données. Numéro 11. Les débris insaisissables. Les données récupérées par satellite ont révélé une révélation importante. L'avion avait poursuivi son vol pendant plusieurs heures après avoir perdu la communication. Finalement, les autorités malaisiennes ont confirmé l'exactitude de cette information. Le gouvernement malaisien, qui avait une réputation de secret et d'inefficacité lors de l'enquête sur l'avion disparu, a suscité des suspicions, notamment à la lumière des allégations de corruption dans la région. La situation est devenue tumultueuse pour les enquêteurs en aviation venus d'Europe, d'Australie et des États-Unis. Ils ont rencontré des difficultés en raison du non-respect de la divulgation d'informations cruciales et des recherches initiales mal orientées dans la mer de Chine méridionale. Cela a conduit à la triste conclusion de ne découvrir aucun débris flottant. Si les autorités malaisiennes avaient été transparentes dès le départ, l'identification des débris aurait pu aider à déterminer l'emplacement général de l'avion, facilitant ainsi la récupération des données de vol et des enregistreurs vocaux du cockpit. La quête de ces enregistreurs s'est finalement étendue à une région éloignée de l'océan, bien que l'océan soit vaste. Trouver des enregistreurs similaires à ceux d'un incident antérieur, le vol 447 d'Air France, a pris 2 ans malgré une idée claire de l'endroit où chercher. Il a fallu près de 2 mois d'efforts infructueux avant de déplacer la recherche vers des zones océaniques plus profondes. L'exploration de la surface est officiellement tombée sous la juridiction malaisienne en avril 2014. Cependant, leur capacité était insuffisante pour une opération de recherche et de récupération en mer profonde. Heureusement, l'Australie, reconnue comme un acteur responsable à l'échelle mondiale, a assumé un rôle de leadership. Ils ont pris en charge les régions de recherche identifiées grâce aux données satellitaires. La grande profondeur de l'océan et les territoires non cartographiés ont constitué un défi unique. La cartographie précise du terrain sous-marin a été l'impératif initial, car ce n'est qu'après cela que des véhicules sonars avancés pouvaient être remorqués sur de longues distances sous la surface de l'océan. Numéro 10. La disparition calculée. Un aspect intrigant suggère que cet incident ne pourrait pas avoir été un simple hasard, mais plutôt un événement méticuleusement orchestré. La trajectoire atypique du vol, sans aucune communication électronique, défie toute explication simple,
comme les dysfonctionnements techniques ou les erreurs humaines. Les explications traditionnelles, incluant des facteurs tels que les pannes d'ordinateur, les problèmes de système de contrôle, les obstacles environnementaux comme la glace, la foudre, les collisions d'oiseaux, et même des incidents extrêmement rares comme les impacts de météorites ou les nuages de cendres volcaniques, peinent à expliquer la route complexe suivie par le vol. De manière remarquable, l'ensemble des complications mécaniques et humaines concevables, allant des capteurs et équipements radio aux instruments et systèmes électriques, ne parvient pas à rendre compte de la déviation délibérée de la trajectoire prévue. Même les scénarios impliquant des circonstances potentielles comme un incendie, de la fumée, une perte brutale de pression dans la cabine, des explosions dans la soute ou l'incapacité du pilote à naviguer l'avion ne permettent pas de dévoiler le récit complet derrière cet événement énigmatique. L'absence de précédents impliquant des pilotes confus, des crises médicales ou des menaces extérieures telles que des explosifs ou des actes d'agression renforce encore le mystère entourant cet incident. Numéro 9. La théorie déroutante de Mike sur l'incapacité des passagers. Mike, un ingénieur électricien compétent et membre respecté d'un consortium de recherche indépendant, vit à Boulder, Colorado. Son dévouement sans faille l'a poussé à analyser les données radars concernant un aéronef. Après un examen minutieux, Mike est fermement convaincu que, lors d'un virage, l'altitude de l'avion a atteint un impressionnant 40 000 pieds, se rapprochant ainsi de sa capacité opérationnelle maximale. Une telle manœuvre aérienne aurait soumis les passagers à des forces gravitationnelles considérables, les enfonçant fermement dans leur siège. Mike a émis l'hypothèse que cette ascension était une action délibérée, visant potentiellement à induire une dépressurisation rapide, entraînant l'incapacitation rapide et le décès tragique de tous à bord. Sa théorie suggérait également que cette dépressurisation délibérée pourrait avoir été une stratégie pour gérer un comportement potentiellement indiscipliné durant le vol prolongé. Les effets de la dépressurisation seraient dépassés inaperçus dans la cabine, car les masques à oxygène d'urgence standard sont conçus pour fonctionner efficacement pendant seulement 15 minutes à des altitudes inférieures à 13 000 pieds. Cependant, à l'altitude de croisière beaucoup plus élevée de 40 000 pieds, les passagers auraient perdu connaissance rapidement, sans montrer de signes d'étouffement. Par conséquent, ils seraient restés assis, leur visage masqué par des masques à oxygène, désormais inefficaces, avec un éclairage d'urgence faiblement allumé dans la cabine. En revanche, le cockpit est équipé de 4 masques à oxygène pressurisés spécialisés, capables de fournir de l'oxygène vital pendant plusieurs heures. Alors que l'avion accélérait à près de 600 miles par heure, il apparaissait comme un signal énigmatique sur les systèmes radars primaires, se dirigeant vers l'île de Penang. À proximité, la base aérienne de Butterworth abritait une flotte de chasseurs F-18 malaisiens et un système radar de défense aérienne de pointe. À la grande surprise de Mike, il y avait une absence flagrante de réponse notable de ses ressources vigilantes. À mesure que l'enquête inlassable de Mike se poursuivait, il devenait de plus en plus perplexe face à l'absence déroutante d'attention manifestée par le radar de défense aérienne et les chasseurs. Le poids de ces découvertes pesait lourdement sur son esprit, tandis qu'il contemplait les profondes implications que ces conclusions pourraient avoir pour la sécurité aérienne en général. Numéro 8. Les complexités du contrôle du cockpit du MH370. Contrairement à la perception courante, le contrôle de l'avion ne provenait pas d'un emplacement distant situé sous le compartiment avant contenant l'équipement électrique. En réalité, il était géré directement depuis le cockpit. Cela s'est produit entre 1 heure du matin, lorsque l'avion avait atteint une altitude de 35 000 pieds, et 1h21, lorsqu'il a cessé d'être détecté sur le radar secondaire. Au cours de ces 20 minutes, le système de rapport d'état automatique de l'avion a fidèlement transmis sa mise à jour de routine au département de maintenance de la compagnie aérienne via satellite environ toutes les 30 minutes. Cette mise à jour comprenait des informations concernant le niveau de carburant, l'altitude, la vitesse, les coordonnées géographiques et toute irrégularité. La transmission a indiqué que le système de communication par satellite de l'avion était opérationnel pendant cette période. Étant donné la faible probabilité que les deux pilotes se soient concertés, il est plausible qu'au moment où l'avion a disparu du radar secondaire, l'un des pilotes ait été soit incapacité, soit décédé, ou soit enfermé hors du cockpit.
Le radar primaire a détecté la présence d'avions militaires et civils. L'enquête suivante a suggéré que le pilote du MH370 avait probablement désengagé le pilote automatique, car le virage précis effectué vers le sud-ouest dépassait les capacités des systèmes automatisés. De plus, il semble que la personne aux commandes ait délibérément dépressurisé la cabine et désactivé une grande partie, sinon la totalité, du système électrique au même moment. Les motivations derrière ces actions restent là floues, mais elles ont entraîné involontairement une interruption temporaire de la connexion satellite. Numéro 7. Dans les mains du capitaine. Dans le cas perplexe de la disparition du MH370, une théorie alternative concerne le rôle potentiel du capitaine de l'avion. Est-il possible que le capitaine ait pris le contrôle sans recourir à la contrainte physique? Bien que perturbante, une telle hypothèse n'est pas sans précédent, comme le montrent des exemples historiques. Par exemple, en 1997, le capitaine de Silk Air, une compagnie aérienne singapourienne, aurait désactivé les enregistreurs de vol essentiels sur un Boeing 737 avant de le faire intentionnellement s'écraser dans une rivière à grande vitesse. De même, en 1999, le copilote du vol 990 d'Egypt Air a délibérément écrasé l'avion dans la mer près de Long Island, entraînant la perte tragique de tous les occupants. De plus, juste un mois avant l'incident du MH370, le capitaine du vol 70 de Mozambique Airlines a tragiquement écrasé son avion d'une grande hauteur, entraînant la perte de toutes les âmes à bord. Un autre exemple effrayant est celui de l'Airbus Germanwings, qui s'est écrasé intentionnellement dans les Alpes françaises le 24 mars 2015, entraînant la perte de tous les passagers et membres d'équipage. Dans ce cas, le copilote, Andreas Lubitz, a enfermé le pilote hors du cockpit pendant qu'il s'occupait de ses affaires personnelles. Les enquêtes ont révélé que Lubitz traversait une détresse émotionnelle et avait précédemment mené des recherches sur la disparition du MH370 un an plus tôt. Néanmoins, il est difficile d'envisager la possibilité de l'implication du copilote dans l'incident du MH370. Il était décrit comme une personne jeune et optimiste, attendant avec impatience son mariage prochain. Il n'y a pas de preuves documentées de conflits personnels ou de doutes concernant son bien-être émotionnel. De plus, il n'était pas un pilote allemand travaillant pour une compagnie aérienne à bas prix en difficulté, avec une rémunération modeste et un prestige limité. Au contraire, il pilotait le prestigieux Boeing 777 dans un pays où la compagnie aérienne nationale et ses pilotes jouissaient d'une grande estime. Numéro 6. Dans les ombres de l'isolement. Face à des préoccupations croissantes, l'attention se tourne maintenant vers le capitaine Zahari, une figure officiellement saluée comme un pilote exceptionnel et un homme de famille calme, qui prenait plaisir à utiliser des simulateurs de vol. Malgré l'image projetée par sa famille, il est essentiel de ne pas négliger les signes évidents de stress qui sont restés non traités. Les forces de l'ordre ont découvert des aspects de la vie de Zahari qui justifient une enquête plus approfondie. Malheureusement, les découvertes suivantes n'ont pas permis de révéler pleinement l'étendue de la situation. Une évaluation de la capacité de Zahari à gérer la pression liée au travail a donné des résultats positifs et il n'y a eu aucune instance antérieure d'indifférence, de malaise ou d'irritabilité dans son comportement. Ses routines quotidiennes, ses connexions sociales et ses défis familiaux n'ont montré aucun changement significatif. Il n'y avait aucun indice comportemental observable indiquant un retrait des interactions sociales, des déviations de ses routines habituelles ou des changements dans ses intérêts. Les jours précédant le vol, Zahari apparaissait bien habillé et posé dans les images de vidéosurveillance. Il conservait ses habitudes habituelles, bien que le rapport officiel ne corresponde pas à ce que nous savons de lui. Il avait été solitaire depuis que sa femme était partie, passant de longues heures seul entre les vols. Il éprouvait des sentiments pour une femme mariée et de jeunes modèles sur les réseaux sociaux, mais ses tentatives de se connecter avec elle avaient échoué et étaient parfois inappropriées. Sa vie avait pris un tournant difficile, s'éloignant de sa vie autrefois stable. Une utilisation excessive des réseaux sociaux pourrait avoir aggravé son isolement, et les experts pensent qu'il souffrait de dépression clinique. Le FBI a trouvé une trajectoire de vol dans son simulateur qui ressemblait à celle de MH370.
Mais les enquêteurs malaisiens ne se sont pas concentrés dessus, ce qui est déroutant. Ces détails brossent un tableau plus complexe de la vie du capitaine Zahari, montrant une lutte au-delà de ce que les gens voyaient en surface. Il est maintenant temps pour le choix du jour de nos abonnés. Les experts en aviation ont peut-être trouvé où repose le vol MH370. Dans une découverte passionnante, des chercheurs dirigés par Richard Godfrey, le docteur Hannes Kutz et le professeur Simon Maskel ont publié un rapport de 299 pages avec de nouveaux indices sur la disparition de l'avion en 2014. Ils ont utilisé une technologie radio appelée Weak Signal Propagation Reporter. Cette technologie suit les signaux des avions comme MH370. En étudiant 125 perturbations de signaux, l'équipe a retracé la trajectoire de l'avion pendant plus de 6 heures. Ils ont combiné cela avec des données de Boeing et des satellites, trouvant finalement le site du crash à 1500 km à l'ouest de Perth. Il semble que l'avion ait dévié de sa trajectoire et soit tombé en panne de carburant après son dernier signal. Retrouver le MH370 pourrait être difficile en raison de la profondeur de l'océan. Cette découverte constitue un grand pas vers la résolution de ce mystère de longue date, apportant de l'espoir aux familles et aux experts. Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce que nous venons de vous montrer. Numéro 5. Simulateur de vol ou note d'adieu. Victor Ianello, un entrepreneur créatif de Roanoke, en Virginie, a acquis une reconnaissance notable en tant que membre influent d'un groupe indépendant. Son intérêt récent s'est concentré sur l'investigation des vols simulés, en particulier la trajectoire du vol MH370 de Malaysia Airlines, qui a curieusement échappé à l'attention des enquêteurs malaisiens. L'intérêt particulier d'Ianello réside dans la gestion peu conventionnelle de la trajectoire simulée du MH 370 par le capitaine Zahari. Plutôt que de traiter le vol comme un vol continu, le capitaine Zahari a choisi de faire avancer la simulation par étapes, en ajustant manuellement les niveaux de carburant et en effectuant des sauts brusques, ce qui a conduit à la disparition mystérieuse de l'avion de la simulation. Ce comportement particulier a amené Ianello à croire fermement que Zahari pourrait avoir joué un rôle clé dans le déroulement des événements. Il est essentiel de noter qu'il n'y avait pas de prérequis techniques pour que le capitaine Zahari utilise un simulateur grand public semblable à un jeu Microsoft à cette fin. Cela a suscité des suspicions chez Ianello, qui a proposé une hypothèse originale. Le vol en simulateur pourrait avoir servi de manière peu conventionnelle pour Zahari à dire adieu, semblable à laisser une trace de miettes de pain. Bien que les motivations exactes derrière les actions de Zahari demeurent un mystère, Ianello souligne l'imprudence de rejeter le vol en simulateur comme une simple coïncidence. Du point de vue d'Ianello, ce vol peu conventionnel en simulateur revêt une importance considérable pour élucider le récit complexe entourant la mystérieuse disparition du MH370. En substance, il offre un aperçu de l'état d'esprit potentiel du capitaine Zahari et de son implication dans la séquence d'événements qui a abouti à cet incident déconcertant. Numéro 4. Une nouvelle perspective sur le sort du MH 370. Le respecté historien Norman Davis présente une notion étroitement liée dans ce contexte. Il propose l'idée que les opérations de l'avion auraient pu être compromises à distance, puis détournées vers un endroit non divulgué. Davis soutient que des individus bien versés dans la technologie informatique pourraient avoir exploité des systèmes de sécurité conçus pour éviter la répétition des attentats du 11 septembre. Ces mécanismes de protection permettaient le contrôle à distance des avions. Plus précisément, la technologie à laquelle il fait référence est le Boeing Honeywell Uninterruptible Autopilot, qui est largement expliqué dans son ouvrage littéraire intitulé Beneath Another Sky, A Global Journey into History. L'existence de cette technologie introduit la perspective inquiétante d'un scénario alternatif. Davis émet l'hypothèse que l'avion transportait peut-être des cargaisons sensibles ou du personnel en route vers Pékin, ce qui en faisait une cible pour non pas une, mais deux tentatives d'enlèvement distinctes. Étant donné l'absence de réponse définitive, Davis trouve raisonnable de faire des conjectures à ce sujet. Selon son hypothèse, la séquence des événements pourrait avoir impliqué un premier détournement de l'avion à distance par un assaillant cybernétique pour dévier sa trajectoire vers la base navale américaine située à Diego Garcia, dans l'océan Indien. Par la suite,
Un autre pirate informatique ou opérateur à distance pourrait avoir pris le contrôle de l'appareil pour empêcher sa progression vers la destination prévue. Numéro 3. Carte satellite et le mystère du MH370. En septembre 2019, lors de l'enquête sur la localisation de l'avion disparu, MH370, un producteur de vidéos britannique du nom d'Ian Wilson, a proposé une hypothèse innovante. Il a avancé que l'avion aurait pu rencontrer son destin dans un endroit reculé de la jungle, rendant sa récupération un défi de taille. Utilisant des cartes satellites, Ian a concentré son attention sur les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et est tombé sur un objet ressemblant à un avion situé profondément dans la jungle cambodgienne, à environ 60 miles à l'ouest de Phnom Penh. Les images capturées montrèrent l'avion coincé contre une pente de montagne à un angle oblique. Bien que certains composants de l'avion MH370 aient été retrouvés dans l'océan Indien, seuls quelques-uns ont été définitivement attribués à l'avion disparu. En conséquence, des doutes persistaient concernant l'idée d'un crash en mer. Malgré ces incertitudes, Ian, en collaboration avec son frère Jackie, a décidé de se lancer dans une expédition dans la jungle pour enquêter sur leur découverte. Cependant, leur voyage a été semé d'embûches et leurs guides ont été contraints de se retirer en raison du terrain périlleux. Néanmoins, les frères sont restés fermes dans leurs convictions quant à la véracité de leur découverte. L'expert en aviation lieutenant Tim Macmillan a noté que l'objet ressemblait effectivement à un avion, bien qu'il semblait trop petit pour être un Boeing 777, le modèle de l'avion MH370. Par la suite, les experts ont conclu que les débris n'appartenaient pas au MH370, mais à un avion totalement différent. Numéro 2. Exploration d'explications alternatives pour le vol MH370. Des explications alternatives pour la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines ont été proposées. Une théorie suggère qu'il aurait pu être abattu accidentellement lors d'un exercice militaire conjoint mené par la Thaïlande et les États-Unis en mer de Chine méridionale, qui coïncidait avec la disparition de l'avion. Cette hypothèse suppose qu'une mauvaise communication, des pannes techniques ou une erreur humaine auraient pu provoquer cet incident malheureux. Un ancien directeur d'une compagnie aérienne française, Marc Teguen, a affirmé avoir observé des images satellites d'aéronefs non identifiés dans les environs au moment de la disparition. Il a également mentionné avoir reçu des menaces l'incitant à abandonner cette théorie, ce qui pourrait indiquer un cas d'identité erronée. Un autre scénario envisage que le MH370 ait été ciblé par erreur par l'armée d'un pays, pensant qu'il s'agissait d'un avion hostile ou suspect. Cette confusion pourrait être survenue à cause de l'avion déviant de sa trajectoire prévue, perdant la communication ou ressemblant à un autre aéronef. Certains ont même suggéré la possibilité que des chasseurs américains et thaïlandais aient abattu le MH370, craignant qu'il se dirigeait vers leur base militaire sur l'île Diego Garcia dans l'océan Indien. Cawthorne a également envisagé la possibilité que du fret ou des personnes sensibles à bord aient attiré une attention ou une hostilité injustifiée. Des théories de complot plus complexes avancent que la chute du MH370 faisait partie d'une opération secrète orchestrée par un acteur étatique à des fins politiques ou stratégiques. Ce plan complexe pourrait impliquer la création d'une diversion, la culpabilisation d'une autre nation ou l'acquisition clandestine d'objets précieux à partir de l'avion. Gisela Watrolou, une parente française d'un des passagers, a affirmé que l'US Air Force avait abattu le MH370 pour saisir un équipement électronique destiné à la Chine et qu'un complot mondial avait été mis en place pour dissimuler la vérité. Néanmoins, ces théories rencontrent plusieurs obstacles et critiques. Elles manquent de preuves concrètes et de motifs clairs pour un abattage, ce qui rend difficile la validation de ces affirmations. Aucune preuve définitive d'un missile ou d'un avion de chasse près du MH370, ni d'acteurs étatiques ayant l'intention de l'abattre, n'a été présentée. Les images satellites supposées et les menaces anonymes n'ont pas été confirmées par des sources officielles. De plus, orchestrer l'abattage d'un avion civil et ensuite le dissimuler nécessiterait une coordination et une autorisation extensive, avec de lourdes conséquences juridiques. Maintenir un tel complot substantiel sans fuite ou dénonciateur semble hautement improbable. Par conséquent,
la validité de ces théories demeure incertaine. Numéro 1. Fret secret, passager mystérieux. Au cours des enquêtes en cours, une théorie intrigante suggère qu'un passager aurait secrètement détourné l'avion, parvenant à embarquer sans être détecté. Ce concept a retenu l'attention alors que les enquêteurs scrutaient la mystérieuse disparition de l'avion. Leur enquête a révélé une addition inhabituelle au manifeste de vol. Un fret mystérieux pesant 14 pierres, soit environ 196 livres. Monsieur Ghislain, qui avait un intérêt personnel avec sa femme et ses enfants à bord, a révélé que les enquêteurs français avaient divulgué cette révélation surprenante sur le fret dans un rapport détaillant les passagers et leurs effets personnels. Ajoutant de la complexité à l'énigme, Monsieur Waterloo, qui soutient l'idée d'une interférence délibérée, a souligné la divulgation par le journal français La Parisienne d'un conteneur surchargé à bord du vol. Néanmoins, les motifs derrière cet incident déroutant restent flous. Pour compliquer encore les choses, il a été découvert qu'une charge non identifiée de 89 kg avait été ajoutée furtivement au manifeste de vol après le décollage. Il convient de noter que le conteneur dépassait les limites de poids autorisées pour des raisons actuellement inconnues. La logique derrière ces actions, qu'elles soient dues à de l'incompétence ou à une manipulation, demeure un sujet d'incertitude. Au fur et à mesure de l'avancée des enquêtes, les Malaisiens devront inévitablement faire face à ces questions déconcertantes. L'expert en sécurité aérienne Tim Termini crédibilise la théorie du détournement, affirmant que des preuves substantielles soutiennent cette possibilité. Dans ce contexte, 4 scénarios possibles émergent. Le détournement pourrait avoir été orchestré par un membre d'équipage, un passager clandestin non conventionnel, ou même la prise de contrôle à distance des systèmes électriques de l'avion. Cependant, Philippa Baum, une figure de proue de la sécurité aérienne, recommande la prudence, soulignant la réticence des autorités à envisager la notion de passager clandestin. Faites-vous confiance aux récits officiels sur la disparition du vol Malaysia MH370 ou croyez-vous en des théories alternatives? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.